Bonjour, bon matin à vous tous. J'espère que vous allez bien en ce 1er avril. Nous étions ensemble, Charles et moi, hier, dans Chaudière-Appalaches. On était en tournée. Donc, heureuse d'être encore une fois avec lui ce matin. Ce qu'on a entendu hier est assez clair. Là. Les Québécois veulent du changement, si on le sait. Mais je le résumerai de la façon suivante. C'est ce qu'on ressent et c'est devenu clair encore hier. Est-ce que aujourd'hui, après 8 ans de règne caquiste, est-ce que le Québec est dans une meilleure situation qu'il y a 8 ans? La réponse, c'est non. Permettez-moi là, de toucher à mes dossiers de porte-parole en enseignement supérieur, notamment la question des étudiants internationaux. Ça, c'est une crise que la CAQ a créée. Et puis, en ce moment, la ministre Biron est en Europe pour réparer les pots cassés. Donc, créer une problématique, puis ensuite aller à l'étranger pour réparer les pots cassés, travailler sur notre réputation à l'international, redorer notre blason, notre attractivité. Et ça, le mal est fait non seulement au niveau financier, là, au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur, mais aussi, c'est la question des régions, puis de pouvoir continuer à assurer, à donner des programmes complets, des cohortes complets. On a besoin des étudiants internationaux. Donc, échec à la CAQ dans ce dossier-là. Également, les infrastructures les cégeps, les infrastructures, c'est très inquiétant. Moi, je suis une mère de 3 jeunes adultes, donc je suis particulièrement sensible à cette question-là de l'éducation. Je reçois beaucoup de courriels, d'appels à mon bureau de circonscription, des parents inquiets. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, après 8 ans de règne caquiste, on peut dire que nos jeunes évoluent dans un milieu qui est propice à leur réussite, alors que le premier ministre Legault disait que l'éducation, c'était la priorité des priorités? Je pense que la réponse, c'est non. Je suis inquiète pour nos jeunes. Et puis, dernier point, au niveau de la transformation numérique, là, je ne peux pas passer sous silence. La question de la transformation numérique, est-ce qu'on peut dire qu'après 2 mandats de gouvernement majoritaire de la CAQ, on a fait des avancées importantes au niveau de la transformation numérique? Bien, poser la question, s'y répondre. Puis je ne parle même pas du fiasco SACLIC. On n'a pas vu de la part de la CAQ le leadership qui était requis pour mener à bien la transformation numérique du Québec qui est tant attendue. Et sur ça, je cède la parole à notre chef, Charles Milliard. Merci beaucoup, Michel. C'est un plaisir de faire une tournée avec toi hier. Content de vous revoir ce matin. Premièrement, je voudrais débuter en offrant mes plus sincères sympathies à la famille et aux proches de Louis Saya, qui a été un des grands dramaturges, un des grands scénaristes au Québec et qui a fait tellement rire et réfléchir beaucoup de Québécois, qu'on pense évidemment aux Boys, à Brou, mais je pense aussi à des pièces comme Les Voisins et Appelez-moi Stéphane. Et pour l'anecdote, Appelez-moi Stéphane, c'est la première pièce de théâtre que j'ai vue pour la simple et bonne raison que ma mère l'a mis en scène pour des étudiants à la polyvalente de Lévis. Alors, j'avais assisté à toutes les répétitions, alors je ne dirais pas que je la connais par cœur, mais c'est un moment qui est précis dans ma tête et je veux vraiment offrir mes sympathies à la famille de M. Saya. Aujourd'hui, cette semaine, en fait, c'est la dernière semaine de M. Legault comme premier ministre en Chambre, puisque c'est relâche parlementaire la semaine prochaine. Alors, je me permettrai ce matin de faire un court bilan de son gouvernement et de son action. Je l'ai mentionné le 14 janvier dernier, je le répète, je salue sa résilience politique d'avoir fait ce boulot-là pendant plus de 25 ans. Je peux dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que ça prend des muscles assez développés. Et je veux le féliciter pour ça. Et ça aura été aussi notre premier ministre durant la pandémie de COVID-19, qui nous semble loin, mais qui pourtant a été une épreuve extrêmement marquante pour les Québécois. Par contre, quand on regarde le travail sur les missions de l'État, bien évidemment, ça se corse un peu. Quand on regarde, ça se corse beaucoup, en fait. Quand on regarde sur l'éducation, sur l'économie, pardon, vous savez qu'on est passé, je le répète souvent, d'un surplus de 7 milliards à un déficit de 10 milliards. Il y a eu de l'interventionnisme à outrance dans l'économie du Québec. Et on a aussi beaucoup laissé nos PME à elles-mêmes, ensevelies sous la réglementation, sous les nouvelles exigences, sous la reddition de comptes. Et je trouvais intéressant de voir l'ancien premier ministre Lucien Bouchard hier, si je me rappelle bien, au sommet du repreneuriat à Montréal, mentionner que les Québécois ne peuvent pas s'abandonner à la passivité. Alors, il y a un aspect de lucidité, si je peux ramener ce terme-là, qui est intéressant sur le besoin qu'on a justement de ne pas céder à la passivité et de se redonner un objectif collectif de prospérité économique. C'est le seul passeport pour générer les richesses et l'argent dont on a besoin pour payer les services publics. Quand on parle justement des services publics, bien, en matière de santé, vous savez ce qui s'est passé dans les derniers mois, surtout, on a braqué les médecins.
On a déçu les patients sur les temps d'attente, évidemment. On a aussi semé la confusion récemment sur les pharmaciens. Et là, pouf, Cendrillon, la semaine passée, à 11h59, on nous annonce une réforme des CLSC. Écoutez, il y a des éléments là-dedans qui méritent réflexion, mais qui va croire à une réforme en profondeur des CLSC à minuit moins une comme ça? J'entendais Mme Fréchette aussi, qui n'est pas ministre de la Santé, mais promettre des salles d'attente virtuelles. Est-ce que je peux, à l'urgence, est-ce que je peux vous rappeler que si quelqu'un va à l'urgence et est assez en forme pour aller attendre à la maison, qu'on la rappelle, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas d'affaires à l'urgence, qu'il y a d'autres solutions qui existent dans le système de santé. Alors ça, c'est une aberration dont j'aimerais qu'on discute dans les prochaines semaines, surtout si Mme Fréchette devient première ministre. En éducation, Michel en a fait mention de plusieurs éléments, mais je pense qu'on est passé d'une priorité nationale à une inquiétude nationale. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'il y a 9 000 enseignants qui sont non qualifiés au Québec en ce moment? Alors, quand on parle de faire des états généraux sur l'éducation, c'est pour parler de sujets aussi importants que ceux-là. Les conclusions que je vous partage ce matin, bien, elles ne sont pas seulement l'apanage du Parti libéral du Québec, c'est aussi le résultat de consultations que j'ai fait beaucoup dans les dernières semaines. J'ai été beaucoup sur le terrain, à rencontrer les milieux économiques, à rencontrer les milieux syndicaux aussi. J'ai rencontré plusieurs grands leaders syndicaux, entre autres hier et avant-hier, et aussi les milieux communautaires qui, je vous le rappelle, sont à bout et nous le ferons savoir à Québec demain lors d'une manifestation. Alors, écoutez, moi, je pense que les promesses de dernière minute de la CAQ, c'est trop tard. C'est un peu comme si la CAQ parlait aux Québécois sur la bande FM, sur la bande AM, et que nous, on était tous passés à la bande FM. Alors moi, en terminant, j'aurais deux messages pour les aspirants candidats. Il y a une de ces deux personnes-là qui va devenir premier ministre le 12 avril prochain. La première chose, c'est, s'il vous plaît, pouvez-vous assumer le bilan? Pouvez-vous juste arrêter de contourner le bilan et assumer que les deux, vous étiez autour de la table du Conseil des ministres quand ces décisions-là ont été prises? Ce n'est pas un crime, c'est correct, mais assumons ça, arrêtons de contourner. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on pourrait savoir rapidement qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec le 1,3 milliard que le bon ministre des Finances, M. Girard, vous a laissé, alors que les coûts augmentent, le coût de la vie explose, les services publics sont en déroute. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, ne pas avoir droit à un effeuillage partisan, puis savoir tout de suite qu'est-ce qui va se passer avec cet argent?